L'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boari Fili Sissoko, en détention depuis 2021, voit son état de santé se détériorer après le rejet de sa demande de mise en liberté provisoire. Elle a été admise à l'hôpital du Mali. Son avocat nous donne des informations sur son état de santé. Malgré les interdictions prévues par la législation, les enfants continuent d'errer dans les rues et de s'adonner à des pratiques interdites. Une situation qui interpelle tant elle perdure malgré les efforts de régulation. 12 avril, Journée internationale des enfants des rues, la série de la semaine y est consacrée. Du 13 au 20 avril 2025, le Mali accueillera la 11e édition du Tour du Mali, une compétition cycliste internationale désormais incontournable sur le continent africain. En prélude à l'événement, une conférence de presse s'est tenue ce mardi 8 avril dans les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports. Mesdames et messieurs, bonsoir. Justice pour ouvrir ce journal, poursuivi dans l'affaire dite de l'avion présidentiel et d'équipement militaire. L'état de santé de l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boari Fili Sissoko, s'est dégradé après le rejet de sa demande de mise en liberté provisoire. Son avocat, Maître Djangina Tunkara, estime que sa détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Il est au micro de Djeneba Samaki. Âgée pratiquement de 70 ans, cela fait plus de 3 ans et demi que Mme Boari Fili Sissoko est détenue à Bolé après avoir été placée sous mandat de dépôt le 26 août 2021. Des années se sont écoulées et Boari Fili Sissoko attend toujours un verdict final afin d'être fixé sur son sort. Ces dernières semaines, son état de santé s'est dégradé de manière alarmante. Malheureusement, Mme Boari Fili Sissoko a été admise hier aux urgences de l'hôpital du Mali suite à un malaise. Et, on a jugé nécessaire de la faire évacuer et afin qu'elle puisse recevoir des soins les plus appropriés parce que ça fait quelques jours, quelques mois que son état de santé ne cesse de se dégrader. C'est pourquoi on a eu à initier une demande de mise en liberté, malheureusement qui a été rejetée vendredi dernier. Notons que Boari Fili Sissoko avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire en mars 2023, conditionnée au paiement de 500 millions de francs CFA. Faute de moyens, elle n'a pas pu payer ces montants. Après le renvoi de son procès lors de la session spéciale de la Cour d'assises, la Cour avait instruit ses conseils de suivre la procédure normale pour l'obtention d'une liberté provisoire. En novembre 2024, elle avait déjà introduit une première demande de libération provisoire sans succès. Celle du 24 mars dernier était pour des raisons médicales en raison de la dégradation de son état de santé. À ce jour, ses conseils ignorent les motifs du rejet de cette demande car l'arrêt qui doit indiquer les motivations ne leur est pas parvenu. Elle doit bénéficier d'une mise en liberté, ne serait-ce que pour aller aux côtés des siens, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mais hélas, on n'a pas été entendu et la maladie aussi est là. La maladie fait son petit bonhomme de chemin compte tenu de son âge. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes devant cette situation-là. Pour un rappel, après 3 semaines de procès devant la Cour d'assises spéciale, son dossier a été renvoyé le 9 octobre 2024 devant la Cour suprême pour complément d'information afin d'auditionner les premiers ministres Moussa Mara et Oumar Tatamli, ainsi que l'ancien ministre délégué au budget, Madani Touré. Ces auditions ont été effectuées au niveau de la chambre d'instruction de la Cour suprême. Toutefois, à ce jour, aucune date n'a été indiquée pour la réouverture du procès. La prévenue et ses avocats sont dans cette attente, malgré que la loi indique clairement que le délai maximal de détention provisoire en matière de crime ne peut excéder 3 ans. Une bonne nouvelle pour les agences du système des Nations Unies ainsi que les populations maliennes. Le Japon va financer 8 projets d'un montant global de 10 650 000 $ américains, soit environ 6,6 milliards de francs CFA. L'annonce a été officialisée ce mercredi 9 avril lors d'une conférence de presse. Assetoumani Koulibaly. En lien avec l'assistance humanitaire, le soutien à l'entrepreneuriat ou encore le renforcement de capacités, les différents projets retenus, bénéficiant de l'appui du Japon, devront principalement assister les populations maliennes à faire face à plusieurs défis tout en espérant un meilleur développement.
Sur les projets qui seront financés dans le cadre du budget supplémentaire du Japon pour l'année 2024-2025 figure celui du PNUD, avec son projet sur la stabilisation contre-réponse multisectorielle aux femmes et jeunes déplacés dans les régions du centre du Mali, ou encore le HCR, avec son projet de protection et d'assistance aux réfugiés, aux personnes déplacées internes et communautés d'accueil au Mali. Avec le soutien du Japon à hauteur de 10 665 000 $, soit 6,6 milliards de francs CFA, ces projets permettront aux Maliens de devenir plus autonomes et résilientes face aux défis actuels et même futurs. Grâce à cet appui, nous pourrons non seulement améliorer la situation immédiate des populations, parce qu'il y a des appuis humanitaires de sauver des vies dans le cadre du package, mais aussi proposer des bases d'un développement plus inclusif, plus durable, avec des solutions beaucoup plus coordonnées et plus intégrées entre les différentes agences. Ce financement ne se limite donc pas simplement à une simple aide ponctuelle, mais aussi il vise à renforcer les capacités locales permettant aux communautés maliennes de développer des solutions durables, endogènes, pour renforcer la population nationale et leur autonomie, d'où la durabilité de ces interventions. Au cours de la rencontre, l'ambassadeur japonais a souligné son engagement à soutenir les peuples maliens via ces différents projets sélectionnés. Ce financement devrait contribuer à la protection des populations et à la consolidation de la paix et de la stabilité au Mali. La réalisation de ces projets permettra de faire face aux défis urgents et imprévisibles qu'affronte le peuple malien par la stabilisation de la situation humanitaire et sécuritaire. De plus, la mise en œuvre des projets du BIT et de la FAO basés sur l'utilisation du produit STEIN, un agent de durcissement du sol, permettra également aux entreprises et aux jeunes maliens de s'approprier de cette nouvelle technologie innovante japonaise et de la vulgariser au Mali. À noter que les autres projets ciblés sont ceux de la FAO, du PAM, du HCR, du CICR, de l'OIM, ainsi que le Bureau international du travail BIT. Toutes ces organisations disposent d'un montant bien défini. Il est attendu des agences l'aboutissement et la concrétisation des différentes idées tout en garantissant une grande satisfaction pour les populations maliennes. À l'approche de la Journée mondiale des enfants des rues, célébrée le 12 avril, focus sur une réalité toujours préoccupante. En dépit des interdictions prévues par les textes en vigueur, les pratiques auxquelles sont soumis ces enfants continuent de sévir dans les grandes villes du pays. Ce reportage marque le début d'une série consacrée à ce phénomène alarmant. Épisode 1, Soumaïla Fani. Si l'enfant est toujours considéré comme la plus grande et la meilleure des richesses, il n'en demeure pas moins qu'il est aussi l'un des êtres les plus vulnérables, exposés à toutes sortes de risques. À Bamako, selon l'ONG Caritas Mali, près de 6 000 enfants vivent dans la rue, se livrant souvent à la mendicité ou parfois à la prostitution pour survivre. Issus des localités de l'intérieur du pays ou des zones périphériques de la capitale, ces enfants des rues sont majoritairement des garçons, mais on y trouve également des filles et de jeunes mères vivant avec leurs bébés dans la rue. C'est les situations familiales qui poussent certains à rejoindre la rue. À la maison, des difficultés entre les parents, des cas de violence conjugale et qu'on pousse certains enfants à ne pas supporter les difficultés entre les parents. Dans la même logique, toujours liée à la famille, il y a des questions de prise en charge. Et quand les enfants, à un moment donné, expriment des besoins, et en fonction de l'âge, les besoins viennent. Maintenant, il arrive des fois où les enfants se trouvent abandonnés, laissés à leur propre sort. Et ils passent par plusieurs mécanismes qui les amènent souvent à chercher là où dormir. Parce qu'à la maison, c'est même compliqué. Ousmane Kone, ancien enfant des rues de Bamako, a su se relever il y a quelques années en devenant artiste danseur. Il a accepté de revenir sur son passé et de raconter comment il s'était retrouvé dans la rue. Les problèmes familiaux m'ont vraiment amené à être dans la rue.
Parce que lorsque je venais de savoir que ma mère et mon père n'habitaient pas ensemble, ma mère habitait à Lafiabougou, mon père habitait à Tomkorobougou. Il y avait vraiment une tension qui était là, qui faisait que mon éducation, la famille ne le voyait pas. J'habitais chez mon père ne pouvait pas prendre soin de moi comme une mère devrait le faire. Donc du coup, j'étais vraiment un enfant tout seul. Dans la rue, mon point fort, c'était les vols de la nuit. Je volais beaucoup la nuit, je braquais. Franchement, je faisais beaucoup de délire, mais par la grâce de Dieu, Malgré les dispositions pénales interdisant les pratiques auxquelles se livrent ces enfants, le Mali reste l'un des pays africains où le phénomène continue de progresser ces dernières années. Une situation qui suscite de vives inquiétudes. Ça devient inquiétant du moment où, étant dans la rue, ils sont capables d'influencer d'autres. Et ça, c'est ce qui est en train de prendre une dimension exponentielle. À l'école, c'est ce qui rejoint la rue à partir de l'école sont majoritairement ceux qui ont été influencés par le comportement d'autres qui sont en phase de partir. Souvent, c'est des petits actes de vol et de violence, je viens de vous dire, et même des actes de braquage, certains font ça. Donc, quand ils rentrent en possession avec ces petits moyens, ceux qui sont généralement liés à eux, s'ils fréquentent encore les écoles, les espaces publics, sont capables de débourser des petits moyens pour influencer des semblables. Très visibles sur les grands acteurs des principales villes du pays, les enfants talibés sont eux aussi livrés à la rue. Ils sont contraints à la mendicité forcée, exposés aux sévices corporels et à des conditions de vie extrêmement précaires. Au Niger, le français n'est plus la langue officielle. Le régime militaire a adopté les Haoussa comme langue nationale, tandis que le français et l'anglais deviennent désormais des langues de travail. Cette décision est inscrite dans la nouvelle charte de la refondation promulguée le 26 mars dernier par le général Abdourahmane Tiani. L'article 12 de ces textes consacre le Haoussa, la langue la plus parlée sur l'ensemble du territoire, comme langue nationale. Jusqu'alors, la Constitution du 25 novembre 2010 reconnaissait le français comme langue officielle, tandis que les autres langues du pays bénéficiaient du statut de langue nationale. Le français perd ainsi son statut de langue officielle au profit du Haoussa. Direction le Congo, l'ancien président Joseph Kabila annonce son grand retour sans préciser de date pour, selon lui, contribuer à la recherche d'une solution à la crise sécuritaire et institutionnelle qui traverse la RDC. Aminata Keïta. En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila, officiellement installé depuis l'an dernier en Afrique du Sud, a fait savoir dans un communiqué publié ce mardi 9 avril qu'il retournera très prochainement dans son pays en raison de la gravité de la situation sécuritaire et institutionnelle sur place. L'ancien président, qui était absent de la scène politique depuis l'année dernière, annonce son retour avec ce communiqué et affirme que sa volonté est de contribuer à la recherche d'une solution à la crise que la RDC traverse actuellement. Joseph Kabila a dirigé la RDC de 2001 à 2019 et est sénateur à vie depuis le 15 mars 2019. Son annonce intervient alors que la RDC est confrontée à une grave crise sécuritaire avec l'occupation de certaines provinces par le M23 soutenu par le Rwanda. Ce même mardi, les 3 Américains condamnés à mort pour avoir participé en mai 2024 à la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo ont été rapatriés aux États-Unis, a indiqué la présidence congolaise. Selon la porte-parole du président congolais Tila Salama, je cite, « Les 3 hommes ont été rapatriés aux États-Unis pour y purger leur peine et sont sous la garde congolaise. » Fin de citation. Un rapatriement rendu possible après que les autorités congolaises ont annoncé la semaine dernière que la peine de mort des 3 Américains avait été commuée en prison à perpétuité sur grâce présidentielle. Il s'agit notamment de Marcel Malanga, fils de Christian Malanga, Tyler Thompson, Benjamin Ruben Zalman Paulin. Contrairement aux 3 Américains, les 34 autres inculpés à l'issue du procès en septembre devant le tribunal militaire ont tous été condamnés à mort. Ils avaient tous été arrêtés mi-mai après que plusieurs dizaines d'hommes armés ont attaqué de nuit le domicile de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, puis ont investi le palais de la nation abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi et se sont filmés en train de proclamer la fin du régime. Leur trajectoire a pris fin avec l'intervention des forces de sécurité qui ont abattu 4 membres du commando, dont leur chef.
Je l'annonçais au sommaire, les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports ont accueilli ce mardi 8 avril la conférence de presse de lancement de la 11e édition du Tour du Mali, une compétition cycliste internationale désormais incontournable sur le continent africain. Du 13 au 20 avril, les routes maliennes vibreront au rythme des pédaliers venus d'une dizaine de pays pour 8 jours de course à la fois sportive et culturelle. Le point avec Ibrahim Babi. Du 13 au 20 avril 2025, les routes du Mali vibreront au rythme des roues et des exploits sportifs avec la 11e édition du Tour cycliste du Mali, une compétition d'envergure internationale qui promet à la fois spectacle, émotion et découverte. Pendant 8 jours d'intense pédalage, le pays se transformera en un véritable terrain d'expression pour 72 coureurs issus de 12 équipes internationales représentant une dizaine de pays. La 11e édition du Tour cycliste international du Mali se déroulera du 13 au 20 avril au Mali ici, en 8 étapes. Donc en 7 étapes, la 8e étape, on va permettre aux athlètes de se reposer. Donc c'est une activité qui va se passer en 8 jours. 8 jours d'instances activités sur les routes maliennes avec une dizaine de pays qui vont être là avec nous. Donc nous dénombrons en ce moment 12 équipes de 6 coureurs chaque. Donc ça fait 72 coureurs qui prendront part à cette 11e édition. Au-delà du sport, ce rendez-vous annuel devient un véritable levier de promotion touristique et culturelle. En effet, la course traversera des villes emblématiques comme Sikasso, Bougouni, Niena, Koumantou, Fana, Ségou, Koulikoro, avant de boucler la boucle de la capitale Bamako, mettant ainsi en lumière la diversité des paysages, la richesse culturelle et l'hospitalité malienne. Champs verdoyants, villages traditionnels, fleuves majestueux et scènes de vie locales défileront sous les caméras. C'est une activité en tout cas de renom international. Nous serons suivis à travers le monde pour voir un peu ce que représente le paysage malien, ce que représente notre beau pays, et les images à travers nos villages, nos hameaux, nos villes et même nos grandes villes. Je veux dire ici la capitale du Mali, Bamako. Cette année, l'événement sera retransmis en direct à l'international, une occasion unique de faire rayonner le Mali bien au-delà de ses frontières, en partageant au monde une autre image, celle d'un pays dynamique, ouvert et fier de son patrimoine. Une exposition médiatique stratégique à un moment où le pays cherche à renforcer son attractivité et son influence culturelle au sein de la région et sur la scène africaine. La 11e édition du Tour cycliste du Mali devient donc bien plus qu'une course. C'est un symbole d'unité, de résilience et de valorisation de l'identité malienne, mais aussi de la sous-région. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.